want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 68 du Fly Podcast Fly. On peut le dire tout de suite, un épisode de victoire à l'extérieur, donc que demander de plus, hein. Évidemment, nous sommes leaders de la division, nous sommes invincibles, invaincus et terrifiants de réalisme. Bonjour Grégory, tu l'aimes cette intro quand même. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Oui, nous sommes invaincus et voilà, je ne sais pas si on pourra le dire dans un autre podcast, mais en tout cas, on peut le dire aujourd'hui. N'hésitez pas à féliciter Grégory pour son son, puisque Papy, au bout de 2 ans, a réussi à brancher un casque. Et là, on dit bravo. Papy, Oui. c'est extrêmement vexant et c'est un changement d'ordinateur, en fait. Soyons honnêtes. Et bonjour à toi, Loïc. Salut Victor. Une victoire grâce à la défense. On a bien aimé ça. Ah oui. Alors là, si vous aimez la défense, vous avez aimé ce match. Ah, parce que des deux côtés, c'était récital. On n'est pas passé loin du 0-0. Porte fermée, hein, franchement. Alors, non, pour parler donc, du match en 2 minutes, ça commence par un touchdown au sol, on y reviendra, de Détroit qui mène 7-0. Et puis derrière, on déroule. 7-7, 14-7, 21-7. On a mis un peu de temps à se mettre en route, un drive à se mettre en route, mais après, ça déroulait plutôt bien. Finalement, on a mi-temps 24-14, puis 31-14, donc 17 points d'avance au milieu du troisième quart-temps. On se dit que le match se passe plutôt bien. Et on va jouer à se faire peur, parce que alors qu'il y a 38-21, donc toujours plus 17, on va laisser les Lions revenir à 38-28, à 38-35. Et il faudra à la fin un énorme run de Mike Sanders pour nous sortir de la panade. On va commencer par le positif, parce qu'on a gagné, évidemment. Et j'ai envie de laisser la parole à Greg pour qu'il s'enflamme un peu. J'ai un nom à te donner, Grégory. A.J. Brown. 10 réceptions, 155 yards. Ouais, on n'est pas habitué, hein. Il a fallu qu'on se mouille la nuque quand même parce que ce n'est pas un truc qu'on voit souvent chez nous. On le voyait dans les résumés des autres matchs. On le voyait quand on regardait d'autres matchs, mais on ne le voyait pas chez nous. Avant A.J. Brown, je voudrais juste te dire que sur ce match-là, j'ai eu peur du retour du match contre Washington quand on menait largement, qu'on aurait dû plier et qui a bousillé notre saison. Et mine de rien, en avant-propos, on a ironisé, je pense à juste titre, sur la défense. On va parler de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais quand on dit l'important, c'est la victoire, en vrai, en NFL, c'est quand même la stricte vérité. Il n'y a pas de goal average, tous ceux qui nous écoutent le savent. Je ne suis pas là pour vous apprendre ça. Juste pour dire que commencer avec 1-0 sur le board, ce n'est pas neutre. Bien sûr qu'il y aura 1000 choses à corriger et on va en parler. Mais franchement, j'avais en tête ce match contre les Washington quand on menait 17-0, je crois, et qu'on avait même le ballon, enfin que c'était imperdable et qu'on perd ce match et que derrière, ça part en saucisse. Donc ça, c'était aparté pour dire que mine de rien, c'est drôlement bien de commencer par une victoire. A.J. Brown, puisque tu me lances là-dessus, écoute, que dire ? On savait qu'on avait recruté un Pro Bowler. On savait qu'on avait possiblement recruté un Hall of Famer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a recruté un énorme joueur, un énorme receveur. On parlera du fait qu'il faudra varier sans doute pour ne pas perdre le reste de l'escouade, mais on est obligé de saluer ce qu'il a fait. Des mains d'une sûreté incroyable, des séparations comme on n'en a pas vu depuis des années chez nous. Et puis ça les gagne gardes après derrière. Contact, hein. Voilà. Ça gagne derrière. C'est-à-dire que quand le ballon est pris, derrière, il avance. Et j'en tiens pour preuve cette action sur la deep pass magnifique de Jalen Hurts. Ça, c'est peut-être une indication pour la suite que le bras de papa s'est amélioré. Il prend la balle et il traîne son receveur sur 10 ou 11 yards. Et je me suis dit, il va y aller. Il va l'emmener dans la end zone. Voilà, c'est fabuleux. Fabuleux, A.J. Brown. Le plus ouf sur cette action, c'est que le défenseur lui prend le coude, lui prend le maillot, lui prend tout ce que tu veux. Le mec, il n'en a rien à faire. C'est un buff. Non, mais moi, j'ai vraiment cru qu'il y allait aussi. J'ai vraiment cru qu'il y allait aussi parce que c'est juste incroyable. 10 réceptions, 155 yards. Bon, il n'y a pas de touchdown, mais bon, ça viendra au prochain match. Ça, c'est pas très grave.
Il n'y a que pour ma fantaisie que ça a eu un impact. Mais là, je vais arriver dans un point un peu plus… Ah non, allez, je vais être consensuel et envoyer Loïc sur un truc consensuel et ensuite, je vais me mouiller. Loïc, est-ce qu'on peut dire que l'identité d'année dernière, qui était on peut rouler sur n'importe qui au sol, bah, c'est toujours le cas cette année quand même. 216 yards, 96 de Miles Sanders en 13 courses, très bien, un touchdown. 17 portées pour 90 yards Jalen Hurts, un touchdown. 5 portées pour 20 yards Gainwell, un touchdown. 4 portées pour 10 yards Boston Scott, un touchdown. Encore et toujours, je pense que même si on y reviendra, il faudra diversifier, il faudra améliorer le jeu de passe et tout, on ne changera jamais que quand tu as un quarterback comme Jalen Hurts, comme Lamar Jackson ou comme d'autres, tu es une équipe qui doit dominer par le sol. Et ça, on l'a encore réussi avec ce seuil symbolique des 200 yards. Ah ouais, bah, la ligne offensive, autant pour la passe, elle a été un peu beaucoup en difficulté, surtout avec les blitz et les packages NASCAR, là où ils mettaient leurs 2 pass rushers l'un à côté de l'autre, ça a causé beaucoup de problèmes. Autant dans le run game, bah, comme d'hab, ça a enfoncé l'adversaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que pour conclure le match, tu conclus quasiment qu'avec des courses. Bon, même je pense qu'on a tous tremblé quand on a vu Boston Scott prendre le ballon sur 4-1 pour… Franchement, il faut vraiment qu'on fasse un truc là-dessus parce que c'est pas possible que ce soit Boston Scott qui fasse les short yardage. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on avait quand même dit que c'était notre point faible, hein, le côté des coureurs, alors qu'on avait toutes les stats de l'an dernier qui disaient l'inverse quand même. Ah, le jeu au sol est notre identité, mais les coureurs intrinsèquement, je pense toujours qu'ils ne sont pas… top. Ouais, mais moi, le moment où mon cœur s'est arrêté… Moi, je suis d'accord avec Loïc. Hein. Le moment où mon cœur s'est arrêté, c'est la grosse course de Sanders sur le dernier drive, où en fait, il est contacté, je pense, 2 ou 3 yards avant la ligne de first down. Tu te dis, Sanders, ce n'est pas un gros bonhomme. 9 fois sur 10, ce contact-là, il tombe. Et là, il reste sur ses jambes, il repart et il fait non pas 3 yards, mais il fait 20 ou 30 yards. Je ne sais plus combien il fait exactement. Parce que 25 yards peut-être. Mais globalement, moi, c'est ce moment-là où je me suis dit, franchement, je vais cracher dessus à Sanders, mais au moment où il ne faut pas se foirer, il ne s'est pas foiré. Ah, franchement, il a fait un très bon match. Ouais, il a bien porté l'équipe. Il n'a pas été très impliqué au début. Et puis, peu à peu dans le match, vraiment, il a commencé à être impliqué. Et c'était ça. Non, franchement, il a fait un très bon match. À voir s'il est capable de répéter les matchs comme ça. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, il a 7 ou 8 yards par course, mais il fait pas une course de 80 yards. Tu vois. Je crois qu'il y a 2 courses de plus de 20 yards, mais sinon, c'était assez… Non, mais c'est à chaque course, ça a avancé. Je ne sais même pas s'il fait une course pour perte sur ce match. Donc, franchement… Moi, après, je vais mettre un tout petit bémol. Je l'avais écrit dans nos conversations et il faut que tout le monde en profite. Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand on arrive à enfoncer en première tentative, soit par une passe, mais plus généralement par une course. Allez, on va dire 7 ou 8 yards, voire 9, parce que c'est déjà arrivé. Et que la deuxième tentative, on se la joue en passe en se disant c'est bon parce que derrière on y arrivera et que tu te fais bloquer en troisième. En fait, moi, dans le foot américain, je vais l'appeler comme ça, pardonnez-moi, ça me gonfle que quand on est aussi dominant au sol, on ne profite pas du fait qu'on peut plier une avancée en 2 tentatives. Et je trouve que c'est un péché mignon terrible. Je comprends, je vois Loïc tiquer, je comprends qu'on se dise, on y est presque. Autant tenter une passe à 10-15 yards ou un gros jeu. Mais quand même, vu le nombre de fois où on se fait bloquer en 3e ou 4e tentative, je pense qu'il faut assurer et passer la 2e tentative en course. C'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas de buffle. Hein. Si on avait un buffle qui passe tous les 3-1 et 4-1 facilement, mais malheureusement, on n'a toujours pas ça. Moi, je pense qu'il joue sur le fait que, du coup, justement, comme dit Greg, la défense va s'attendre à une course et que, du coup, il tente une passe pour surprendre un peu. Oui, mais plus personne s'attend à une course. Comme dit Greg, c'était un peu automatique quand même. Oui, écoute, après, je pense qu'il va être une passing attack. Donc,
Après, Mais après, je pointe du doigt ça parce que ça a été une petite frustration et malheureusement, c'est ce qui les remet en jeu. Si vous regardez le match, on aurait pu avancer et on leur redonne une balle et eux, ils remettent un touchdown sur la séquence d'après. Donc, je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est fait partie du jeu. Ouais. Bon, après, il marque plus de 30 points à l'attaque. Hein. C'est pas l'attaque qui nous a fait. C'est pas de la Ah faute de non, l'attaque si on a su. ah non, non, mais c'est pas ce que suis je bien dis, d'accord. hein, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que comme on est dominant, j'aimerais bien que quand il reste 1 ou 2 yards, on assure et qu'on reparte sur 4 tentatives. C'est tout. Hein. Ben moi, je vais en point positif. Je vais prendre quelque chose que certaines personnes auront en point neutre et d'autres peut-être en point négatif. Je vais prendre Jalen Hurts. Parce que Jalen Hurts, oui, il y a des défauts qui sont encore présents. Le management de poche et la diversité des lancers au niveau des receveurs. Devonta Smith, 0 catch et globalement 3 lancers qui sont inattrapables. Il n'a pas eu une passe attrapable du match. Jalen Hurts a peut-être eu tendance à trop regarder A.J. Brown et à trop rapidement sortir de sa poche. Ok, c'est vrai. En attendant, il a mené une attaque à 30 points. Il a fait 250 yards dans les airs. Il a fait 90 yards au sol. Il a été décisif. Combien il y a de third down et de second down où on est à 12, à 13, à 9 et où il va tout débloquer avec ses jambes, notamment en début de match quand la ligne était aux fraises. Franchement, il a débloqué des actions avec ses jambes. Il fait 0 perte de balle. Il prend un seul sac parce que, oui, il est un peu trop sorti de sa poche, mais par contre, il a appris à jeter le ballon, ce qu'il ne savait pas faire l'année dernière. Alors, parfois un peu trop, parce que, attention à je pense qu'il y a une fois, tu te souviens, on était pas oui, il y en a un qui est clairement en intentional grounding, mais bon. Ah bah, c'est un miracle qu'il ne soit pas sanctionné au moins sur une fois ou deux. Ouais, il y en a, mais bon, globalement, il s'est débarrassé du ballon et il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire toujours avancer, toujours trouver des solutions et marquer des points. Et il y a un moment, on marque 31 points en attaque. Normalement, quand tu es une équipe prétendante au titre face à une équipe faible, 31 points en attaque, ça doit être suffisant pour gagner le match. Bah, quand c'est Jared Goff, le QB en face. Ouais. Jared Goff qui lance 25 yards en première mi-temps. Et alors, du coup, on va y venir. Non, mais alors, juste un dernier mot. Tu as vraiment des gens qui ont dit du mal de Hurts sur ce match-là? Parce que j'entends ce que dit je ne reviens pas sur la poche. Loïc a raison. Il faut qu'il manage ça, qu'il le fasse mieux. Mais en vrai, le match on a quand même beaucoup entendu qu'il n'y a toujours pas de Oh. progrès par rapport à l'année dernière, qu'il restera toujours je suis pas d'accord. un quarterback moyen. Je suis pas d'accord etc. parce que la deep ball, elle est parfaite et on lui reprochait de pas avoir un bras et sur les deep balls, il le faisait pas. Une fois qu'il démarre moyennement sur des passes, la passe pour Smith, bah, elle est bonne, mais il y a une pénalité contre lui. Derrière, ça aurait pu débloquer des choses. Bien sûr qu'il doit lire davantage de trucs, mais il a plus joué au centre. Ce qu'on lui reprochait, il l'a quand même fait pour Gold. Franchement, putain, faut parfois regarder ce que font les autres QB et à part le top 5, top 6 élite absolue. En vrai, moi je veux bien, mais l'ADN de ce mec-là, c'est de courir, c'est les Eagles. Et quand c'était Vic ou Cunningham, on disait pas ça. Mais forcément, il n'y avait pas de podcast. Non, Donc, mais au niveau de la faire deep, attention. 1 sur 1, 54 yards. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas plus utilisé la deep. Mais en tout cas, c'est un peu… Loïc nous l'avait dit. Il avait dit qu'il faut au moins une fois dans le match balancer des 50-50 à A.J. Brown et voir si avec son corps, il peut les gagner. Bah là, en plus, elle est très bien lancée puisqu'elle est lancée épaule extérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire au foot américain. Et A.J. Brown a montré que quand tu es au 50-50 contre un frigo, souvent c'est le frigo qui gagne. Hein, surtout quand le frigo il peut sauter 1 mètre de haut. Le gros reproche que je lui ferais, c'est la red zone. Lui, le reste de l'équipe. Mais alors, je dirais lui que aussi. C'est global. Voilà, ils managent tous très mal cette histoire de red zone. Et c'est pas possible qu'on marque en 4e tentative à chaque fois, quoi. Le problème pour moi, j'allais en parler. La red zone, c'est un gros problème. Les touchdowns, il n'y en a aucun à la passe. Oui, mais ça commence par le coaching. Oui, je veux bien, mais est-ce qu'il est capable de lancer des ballons? Parce qu'en red zone, tu n'as plus d'espace. Et à un moment donné, tu es obligé de lancer des… Oui, mais une fois sur deux, il aura la place pour aller courir dans la end zone à la place. Enfin, je veux dire, vraiment, les second and goal où tu lances Boston Scott en plein milieu, au milieu de 500 kilos de viande, stop, quoi, stop. Non, mais après, Loïc a raison, hein, quand même. Moi aussi, et pourtant, je suis son plus grand défenseur, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des passes quand il y a, sur des receveurs qui ont des mains sûres. J'aimerais bien au moins qu'on en voit une ou deux, quoi. Et bien sûr qu'ils peuvent courir à tous les coups. Ça change tout, mais quand même, j'ai envie de le voir. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est le nombre de passes qui ont été déviées. Je trouve, ça, c'est peut-être qu'il va l'avoir avec l'expérience.
Mais j'aimerais bien de temps en temps, quand il voit qu'il a un gars seul qui lui arrive devant, qu'il fasse un pump fake pour le faire sauter. Parce qu'à chaque fois, il tente la passe, le gars, il a juste à sauter en levant les bras et il dévie la balle. Et un jour, ça va finir en pick six et on va tous pleurer. Normalement, si le lineman a bien engagé le défenseur, il n'a pas le temps de lever les bras. Non, mais il y a plusieurs fois où il y a eu des blitz. Et donc, tu avais un joueur non bloqué. Donc, moi, par exemple, la slant dans la end zone qui tente sur AJ Brown, j'ai pas revu l'action. Je sais pas s'il a vraiment le temps de le faire ou pas, mais s'il fait semblant de lancer, le défenseur il saute, après le ballon tranquille, ça fait un touchdown tranquille derrière. Et il y a eu 2-3 autres trucs comme ça. Je trouve que globalement, de toute façon, d'un point de vue équipe, c'est même pas que lui. Je trouve que le blitz a été vraiment mal géré sur ce match. Oui, très mal géré. On a été la deuxième équipe la plus blitzée de la ligue avec 50% des actions. Je crois que la première, c'est Patrick Mahomes. Donc, comme quoi, hein, même quand on est blitzé beaucoup, on peut lancer 5 touchdowns. Du coup, mais ça vous étonne parce que, pardon Victor, mais ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. On a des super receveurs, les défenses adverses le savent. On est censé avoir des super lignes et on a un quarterback qui court. Mais je suis coordinateur défensif, je joue les Eagles, mais je mets la pression chaque seconde. Parce que sinon, je me dis que je vais me faire déchiqueter. S'il n'y a pas la première solution et la deuxième ou la troisième, c'est pas possible. Donc, il va falloir qu'ils s'habituent. Et c'est un énorme enjeu. Hein. En fait, je pense qu'ils partent du principe que Hurts, il ne va pas aller jusqu'à sa troisième lecture. Donc, autant balancer. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, je ne sais pas s'ils ont fait un ajustement, mais surtout pour un mi-temps, ils n'ont pas tenu compte du fait que Hurts pourrait courir. Hein. À chaque fois, il avait des boulevards incroyables. Ouais, mais ils ont un peu ajusté. Mais par contre, Hurts, il a été bien meilleur à la passe en seconde mi-temps qu'en première, paradoxalement. Donc, moi, je trouve le passing game vraiment... Parce qu'il démarre avec un 0 sur 6. Si tu lui enlèves... 0 sur 5. Si tu enlèves un peu à froid comme ça, derrière, la stat est bonne. Mais après, moi, franchement, c'est pas lui que j'attaque sur le match. Loin de là. Et au contraire, je retiens qu'il nous a sauvés plusieurs fois. Alors, on va ouvrir cet énorme chapitre, Grégory. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce match à sauver dans cette défense? Parce que globalement, alors moi, je vais... Allez, questionnaire à choix multiples. Est-ce que le principal responsable, c'est Gannon? Est-ce que le principal responsable, c'est la defensive line? Ou autre? Je pense, je vais être honnête, sur le match-là, tous ont été nuls. C'est-à-dire que le coordinateur défensif cataclysmique, Gannon, pas bon, aucune pression. Mais je veux dire, on a vu un blitz à la 10 minutes de la fin et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit pas sur la dernière possession. Alors que, voilà, la defensive line a été mauvaise. On savait que ça pouvait être une surprise. Là, ça a été une mauvaise surprise. Et puis, pas d'amélioration sur les linebackers. Aucun sac ou un, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié les stats. Et puis là où on avait normalement des CB où même Slay a été battu, ce qui ne lui arrivait pas l'an dernier. Donc, tout le monde a été nul. Mais vraiment, tout le monde. Tout le monde. Moi, je crois que pour moi, le problème majeur sur ce match, c'est peut-être que dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça sera réglé avec de la vraie compétition. Mais tu peux pas louper autant de plaquages, c'est pas possible. Là, tu peux me dire Gannon tout ce que tu veux, mais c'est pas Gannon qui est sur le terrain et qui va faire. T'as raison, j'ai loupé les plaquages. C'est des éléments basiques. Donc, moi, je veux bien sûr. que, comme les entraînements ont été light, qu'ils n'ont pas vraiment joué en match d'entraînement, ok. Quand on voit ce qui s'est passé dans le reste de la ligue, c'est tout à fait possible que ça soit à cause de ça. Mais faut que ça se règle très vite parce que c'est pas possible de louper autant de plaquages. Hein. Quand tu loupes 3-4 plaquages sur la même action, là, c'est pas la faute du coordinateur défensif. Je suis assez d'accord. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a en effet le problème de Gannon, pour moi, qui a été incapable de s'ajuster, qui n'a rien proposé de différent. Je veux dire, à un moment... Non, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que... Tu me contreras après. Vas-y. Je dis juste qu'à un moment, surprendre, c'est bien, mais il faut quand même utiliser les joueurs sur ce qu'ils savent faire. Tu as un mec comme Reddick qui sort de 2 saisons à plus de 10 sacs et tu le fous la moitié des snaps en couverture. J'avais l'impression de voir les Packers qui mettent Preston Smith sur Justin Jefferson, quoi. Il y a un moment, vas-y, Gannon, mets Haason Reddick sur Justin Jefferson la semaine prochaine. Tu vas voir ce que ça va donner. Ça va être rigolo. Enfin, il y a un moment, stop, quoi. Stop d'utiliser les mecs n'importe comment. Je veux dire,
Sweat, c'est le seul qui a à peu près surnagé parce que son rôle est clair. Mais Kizir White, le mec, on ne l'a pas vu à un seul moment utiliser sa vitesse latérale. Ils l'ont fait jouer que nord-sud. Il y a un moment, il faut quand même utiliser les joueurs, quoi. Et après, il faut dire, la ligne a été nulle. C'est-à-dire que Fletcher Cox et Javon Hargrave, et pour une fois, je suis d'accord avec PFF, sont dans les pires défensifs tackles de la ligue. Que Jordan Davis, alors l'échantillon est trop petit pour le voir, mais apparemment était un petit peu meilleur et on ne le fait pas jouer quand même. C'est-à-dire que non seulement Milton Williams joue plus de snaps que Davis, bon ça, il était l'année dernière, il connaît le système, on est en week 1, pourquoi pas, mais Tuipulotu joue plus de snaps que Davis. Il y a un problème de personnel. TJ Edwards, qui a une endurance moyenne en NFL, joue 90% des snaps. Et on ne voit pas de Dean, on ne voit pas d'autres joueurs. Il y a un moment, stop, quoi. Stop. Le seul qui avait... je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment Sweat et Slay et le reste du monde. Non. Marcus Epps aussi. Ah ouais, Marcus Epps, il avait envie. Ouais. Il avait envie de casser des dents. Il a été pas mal, surtout en première mi-temps. Ouais, mais moi je veux dire, franchement, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Après, les gars, l'utilisation du personnel était dégueulasse. Après, la raison à Loïc, c'est que c'est la week 1. Donc, c'est normal, nous, on débrief. Et moi, je fais ça en télé sur le foot. Vous faites ça sur les réseaux sociaux après un match. On le fait devant notre écran. On débrief. Ça va être intéressant de voir si, une fois que tu enlèves la rouille, les réglages, le revisionnage, tu refais la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que comme il n'y a pas eu trop de matchs, tu ne sais pas comment les utiliser, ce qui est grave, mais ce qui s'améliore. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut accepter de dire que Cox est cramé. Ça fait 1 an et demi qu'il est cramé, qu'il n'a pas fait un bon snap depuis 1 an et demi. J'adore, je l'aime d'amour. Et en plus, ses stats sont trompeuses parce qu'il fait un sac. Et franchement, c'est un des plus grands joueurs de notre histoire. Je l'aime d'amour. Hein. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'on s'obstine à lui donner la majorité des snaps. Stop, quoi. Stop. Je suis désolé pour lui, mais j'adore. Mais il y a un moment, malheureusement, tu ne contrôles pas le fait que tu vieillis, comme tous les joueurs, quoi, sauf Tom Brady. Mais là, ce n'est pas possible. La défense de course, je veux dire, on prend 181 yards en 28 courses. 6,5 yards. Et encore, même pas contre une équipe qui a des stats gonflées par un quarterback coureur. Le quarterback, c'est Jared Goff. Le mec fait 6 yards au sol, quoi. C'est impossible. Swift, il s'est baladé. Moi, ça m'a rendu dingue. Franchement, ça m'a rendu dingue. Heureusement que Bradbury fait ce pick six aidé par Kizir Brown, comme quoi les recrues. White. Kizir White. Pardon. Petit lapsus. Mais bon, globalement, la prestation de la défense, c'est moins 28. Quoi. Tu prends 35 points, t'en mets 7. C'est pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable. Surtout qu'en face, t'as quand même pas, je suis désolé, je les adore, mais Amon-Ra St. Brown, DJ Shark, TJ Hawkinson, DeAndre Swift, Jared Goff, si ça, c'est difficile, spoiler, Minnesota, ça va être difficile. Hein, donc, oui, mais attention, l'an dernier, ils ont fait pareil. On a eu du mal contre certaines équipes faibles et on a été bon contre des gros. Je sais bien. On n'a pas été bon contre les gros. On a fait des bons matchs l'an dernier. Attends, le match des Buccaneers en saison régulière, on est dedans jusqu'au dernier drive. Mais il y en a un autre. Bref, qu'importe, je n'ai pas révisé mes classiques de la saison dernière. Il y a 2-3 matchs qu'on gagne alors qu'on ne les imaginait pas comme ça. Et franchement, j'attends vraiment. On a raison de dire ce qui n'avait pas été sur ce match-là. J'attends vraiment avec impatience la semaine prochaine contre des Vikings qui ont bien démarré. Ouais, alors, moi, je n'étais pas d'accord avec toi, Victor. Parce que je trouve qu'il y a eu, en première mi-temps, la défense, ça a été... T'as le premier drive qui est dégueulasse. Et puis après, il a proposé des choses différentes, Gannon, notamment des 5 joueurs avec les mains au sol, dont Jordan Davis. Et on le voit bien, de toute façon, on l'a vu dès que Jordan Davis était sur le terrain, mais c'était pas la même chose. Comment t'expliques qu'en deuxième mi-temps, on se fasse trouer le cul, du coup? Ils n'ont pas mis Jordan Davis, va savoir pourquoi il a fait que des fonds à 4. Et en gros... Donc, c'est bien la faute de Gannon. Donc, tu es d'accord avec j'ai lu, oui, en deuxième mi-temps, oui. Il s'est entêté à vouloir arrêter la passe en premier.
Mais excuse-moi, mais quand le quarterback en face, c'est Jared Goff, t'arrêtes la course et tu le laisses lancer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, il va forcément faire des conneries. C'est Jared Goff. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et a Après, priori, on a je disais, le droit de rendre hommage. Non, franchement, là, vous avez raison sur l'ensemble. Mais il a fait un bon match, Goff. Hein. Franchement, il y a eu des Une passes bonne deuxième précises, ses mi-temps. receveurs. Une bonne deuxième Ouais, mi-temps. ouais. Franchement, il y en a une ou deux. Ça va. Le, c'est pas, le touchdown, là, pareil, nouveau, hein. épaule extérieure, là. Bah ouais, je veux dire, c'est pas parce que c'est Jared Goff et qu'il a été déclassé et qui normalement il est pas bon qu'on peut pas admettre qu'il a fait une grande deuxième mi-temps. Moi, je considère qu'il a fait une grande deuxième mi-temps. Bah, vous pouvez me dire ce que vous voulez. bonne. Peut-être bien Oh. aidé par notre défense, mais il a fait une grande deuxième mi-temps avec ce qu'on lui donnait. non, il n'a Ah pas ouais. fait une grande deuxième mi-temps. Bon, après, il Non, faut avouer qu'il marque 35 points. Hein. Je veux dire, tu peux Bah, pas pareil merci. critiquer leur attaque parce qu'il marque 35 points. Bon, mais Mac, 35 points Là- parce qu'il nous marche dessus en deuxième mi-temps à la course et qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'en gros, on a joué les premières et deuxièmes tentatives comme si c'était des troisième et longues. Et en gros, c'était attaque. Bah, forcément, les gars, ils sont pas cons en face. Ils ont fait un end-off ou un draw, et puis le mec, il faisait 10, 15, 20 yards à la course à chaque fois. Donc forcément, Non. quand t'as ça, c'est facile après derrière. Franchement, J'entends. il y a un autre point aussi qui va rejoindre ça, c'est que les mecs, mais t'as l'impression qu'ils étaient cramés quasiment. Ils n'étaient pas en forme physiquement au début du match. En deuxième mi-temps, ils avaient l'air totalement cramés. Franchement, Détroit, pour moi, ils ont été meilleurs au coaching et meilleurs physiquement, préparation, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est sûr que de gagner, c'est très positif hein, quand tu as tout ça. En Ouais. général, la majorité des matchs, dans ces cas-là, tu les perds. Hein. Ouais. Franchement, il n'y a pas eu photo sur le match. Hein. C'était mieux coaché, mieux préparé. Je suis d'accord. Va Messieurs, falloir vite rentrer dans le sujet. Quoi. Greg nous avait offert une magnifique transition que nous n'avons pas su saisir, mais C'est pas grave, je vous en veux pas. après avoir fini cette preview, on ne va pas perdre de temps et on va se projeter tout de suite vers la deuxième semaine en Monday Night contre les Minnesota Vikings. Messieurs, nos chers amis du Minnesota ont fait une performance, ma foi, satisfaisante, hein, on va dire, pour cette première semaine, puisqu'ils ont globalement écrasé 23-7 et Green Bay Packers. Ce qui n'est quand même pas tout à fait anodin. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir ce match. Moi, je l'ai vu ce matin. Globalement, j'ai l'impression qu'on n'a rien appris par rapport à l'année dernière, dans le sens où c'est les mêmes joueurs, les mêmes forces. C'est Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson. Et peut-être l'information, c'est que la ligne offensive semble encore en progrès. Mais globalement, on va le dire tout de suite, hein, et ça rejoint notre critique de la défense. Là, on est face à une attaque XXL, donc le réveil, il doit être tout de suite. Non, Greg? Ouais, je les ai vus, ils ont été très bons. Enfin, voilà. Maintenant, c'est les Vikings, c'est Kirk Cousins. Et Oui. si vous me dites qu'il est... Non, ben oui. Ben, si vous me dites qu'il est capable de faire ça chaque semaine, alors il va finir MVP puis ils seront au Super Bowl. Sauf qu'évidemment, il ne peut pas faire ça chaque semaine et ils ne seront pas au Super Bowl. Donc, je ne suis pas certain que nous, on refasse la même mauvaise défense que cette semaine et qu'eux refassent le même bon match. Et je pense aussi que ce n'est pas forcément un match qui va se gagner sur la défense et qu'un peu dans le scénario de Détroit, ça paraît une lapalissade, mais ça va jouer sur l'attaque qui marquera le plus de points. Et j'ai plutôt que de me dire, ils vont nous ouvrir derrière, j'ai l'ambition de croire qu'on peut nous les ouvrir. Donc, et puis Kirk Cousins, il a bien envoyé 2-3 steaks quand même. Hein. C'est pas possible autrement, non? En plus, il n'aime pas ces matchs à ces horaires-là. Sauf contre les Eagles. Source. Ouais. Non, mais source, le Washington-Philadelphie qu'on a pu voir. Je crois qu'on a un bilan négatif. On a un bilan négatif. Il y a Non, 1000 en ans sur prime un time, match. un seul, et c'était à l'époque 1000 Washington. ans sur un match. Non, il va me le chercher, l'autre. Hein. Il y a un truc qui est vrai, c'est que Kirk Cousins, bon, historiquement, en prime time, il est mauvais. OK, mais on va peut-être pas se baser là-dessus. Mais il y a un truc que dit Greg qui est totalement vrai, c'est moi, j'ai l'impression que 7 fois par an, je vois un match des Vikings, et c'est vrai depuis le début de l'ère Kirk Cousins. 7 fois par an, je vois un match des Vikings et je me dis, putain,
qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ouais. Et 7 fois par an, je regarde un match et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et alors bon, après, c'était Mike Zimmer, hein, peut-être que ça va changer sous le nouveau coaching, mais j'ai l'impression que Minnesota a toujours été cette équipe qui peut être la meilleure équipe de la ligue comme la pire en moins d'une semaine. Et donc, en fait, c'est très difficile de faire un preview parce que je ne sais pas qui on aura en face de nous. Je ne sais pas si on aura Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, en fait. Loïc, t'en penses quoi? Ouais, j'en pense que même si Cousins il a une nuit compliquée, Justin Jefferson il crée tellement de séparation. Ce qu'il a fait là sur le premier match, c'est n'importe quoi. Hein. Il a fait un catch où il n'y avait personne. En fait, il a créé tellement de séparation qu'il n'y avait personne à 10 yards de lui. Je sais pas s'il a établi, je crois, un record de séparation sur ses catchs. Après, quand ils lui mettent Preston Smith dessus, excuse-moi, non, quand tu as un defensive end contre un receveur, forcément, Smith, il lui met 10 c'était yards un catch de 5 ou 6 yards. C'était pas les trucs en profondeur. Bon, c'est juste... Mais du coup, je sais même pas si c'était Jerry Alexander en face, parce que si c'était Jerry Alexander sur lui tout le match, c'est quand même flippant qu'il ait réussi à faire ça. Donc, Enfin, moi, en même temps, quand il voit le match J.J. Brown, il doit penser pareil. Hein. oui. Si je suis un Vikings, je regarde les stats, je fais oh la vache, J.J. Brown, on défend bien sur lui, on peut prendre Devontae Smith. Franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas drafté Jefferson et qu'on ait préféré Ray Agor. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais maintenant, ils jouent ensemble. Orvan, si eux regardent notre match, ils peuvent se dire la même chose. Mais, moi, je suis assez d'accord sur un truc, c'est que on peut être tout à fait impressionné par leur attaque, leur défense en premier match, mais même sur le premier match, je veux dire, Patrick Peterson, il est cramé, il faut le dire aussi, et Dancer, il n'est pas extraordinaire. Donc, à un moment, moi, je pense que si on veut gagner ce match, il va falloir marquer beaucoup de points. Et si on veut marquer beaucoup de points, il faut que et Brown et Smith martyrisent les cornerbacks adverses. On va vivre et mourir dans ce duel entre nos receveurs contre leurs cornerbacks. Je suis persuadé que ça va être la clé. Moi, je suis curieux de voir si Jordan Davis il a un problème de physique et c'est pour ça qu'il joue peu. Ou si il est capable de jouer 60% des snaps parce que sur ce match-là, il y aura besoin de lui sur le terrain pour David. Ouais, mais après, ils n'ont clairement pas fait confiance au rookie. Et il y a un autre point, moi, que je suis assez impatient de voir, c'est que les Packers, sur ce match-là, ils utilisent quasiment pas le jeu de course, sachant qu'en plus, leur ligne était privée des 2 tackles et d'un garde, donc forcément, ça n'aide pas offensivement. Et on sait que historiquement, la défense de la course, c'est quand même pas la panacée à Minnesota. Donc, quand ils vont se retrouver face à des vrais coureurs, enfin, une équipe qui sait vraiment courir comme la nôtre, il va aussi falloir qu'ils s'adaptent. Je pense que, comme le dit Greg, nous, de notre côté, on se dit « Ah là là, ils ont l'air forts, ça va pas être facile et tout ». Mais je suis sûr qu'en face, ils se disent « Ah là là, ça va pas être facile non plus ». Globalement, c'est un très beau match. C'est chez nous. C'est-à-dire que moi, je veux bien… Il y a un truc qu'on n'a pas noté et il faut saluer, c'est le bruit, l'ambiance et la démence des fans des Lions. D'ailleurs, plutôt en première mi-temps alors que ça tournait mal. Et en fin de match, quand ça tournait, ils ne s'entendaient pas. Et mine de rien, je ne dis pas que sur des stars comme ça, sinon on jouerait tous les matchs à l'extérieur de domicile, on dirait que c'est pareil. Les bilans, ils existent. Et là, c'est chez nous. Premier match de la saison. Je ne suis pas sûr que Cousins s'ils s'entendent bien. Pour peu que ça déraille rapidement, moi, je pense que ce sont 2 facteurs importants. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'étais un peu moqué sur Twitter parce qu'il était prévu que la moitié du stade soit aux couleurs des Eagles. En vrai, le stade, il a été aux couleurs des Lions et au niveau du son, il n'y avait pas de débat. Même à la télé, tu l'entendais. Ah oui. Même à la télé, tu voyais bien que c'était difficile de faire les snap counts. Heureusement, on n'est pas les Rams qui, vous l'avez peut-être vu passer, sont obligés de faire des snap counts à domicile, tellement ils n'ont pas de supporters. Mais enfin, des silent snap counts à domicile, ça c'est quand même assez incroyable. Mais en effet, ça sera à domicile, donc ça peut changer les choses. Ça sera à l'extérieur, ça sera dans un stade qui n'a pas de dôme. On sait que les Vikings jouent dans un dôme, donc mine de rien, ça peut aussi, c'est Kirk Cousins, ça fait longtemps qu'il joue dans un dôme, ça peut aussi jouer. Donc oui, être à domicile de toute façon est forcément un avantage, même si on ne parle pas du
d'une distance énorme entre entre Minneapolis et Philadelphie. Mais bon, je pense que globalement, et d'ailleurs sur TDA par exemple, je spoil un peu le podcast de jeudi, mais c'est l'affiche qu'on a mis en numéro 1. Alors pour être honnête, on aurait peut-être mis Chiefs Chargers, mais comme c'est jeudi, forcément on l'a pas mis. Mais c'est un match que tout le monde attend, tous les fans de foot. Et je pense qu'on a le potentiel d'un vrai gros match. En plus, si ça se passe mal, pour vous consoler en même temps, parce que la NFL, cette année, a fait quand même un truc assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à foutre de Monday Night comme ils font les années d'avant, sauf qu'ils ont dit on le met en week 2 et pas en week 1, pourquoi pas. Mais sauf que cette année, ils les ont fait se chevaucher, ce qui est quand même, je ne sais pas à toi, l'homme de médias, Greg, ce que tu en penses. Mais je vais leur faire confiance parce que a priori ils se trompent pas beaucoup sur ce qu'ils font en termes d'achat et de diff. J'ai pas compris parce qu'apparemment ça vient d'une guerre entre ESPN et ABC, si j'ai bien compris. C'est rare qu'ils s'entendent pas. Disons normalement, malgré l'argent mis, il y a toujours une bonne intelligence. Et normalement, tu ne te chevauches pas, à part s'il y a de l'overtime, et comme on l'a vu là sur la red zone de dimanche. Mais je t'avoue que je trouve ça très curieux. Je vais leur faire confiance, mais curieux et dommage. Donc, si vous ne dormez pas, vous pouvez vous préchauffer avec la première mi-temps de Titans Bills, si jamais le cœur vous en dit. Et peut-être que comme le match est à domicile et qu'il y aura moins de bruit pour l'attaque, peut-être qu'ils vont enfin mettre en jeu le ballon avant la dernière seconde sur le chrono. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pénible, ça. Parce si, que... il a raison. Non, il a raison, je suis d'accord. Ouais, chaque snap, tu snaps, quand il reste 2 ou 1 seconde, les mecs, ils savent qu'ils peuvent envoyer la boîte. Quoi. Ça rend fou, il a raison. Ça rend des fous. Il a raison, et en plus, mais voilà, le problème, c'est que si encore tu étais toujours dans les temps et qu'on a pris 2 ou 3 délais, c'est pas possible. Plus des time-out cramés à tout va. Non, il a raison, il a raison. Ah là là, messieurs, c'est l'heure du pronostic. Oh putain. Grégory. Bah déjà, j'avais le bon nombre de points marqués, mais pas encaissés. Tu avais 38, tu n'avais pas 37? Ah ouais, tu vas chipoter pour un point. Bon, d'accord. Tu étais proche. Ah, moi, au début du 4e quart-temps, j'étais bien. 31-21. Mais en vrai, personne ne pouvait imaginer qu'on allait prendre 35 points. C'était impronosticable. Impronosticable. Je vais dire 28-17 pour les Eagles. Hein? 17 points encaissés. Non, mais il compte sur le Kirk Cousins game à 4 interceptions. Je comprends. 28-17 et je pense qu'il y a 3 touchdowns pour l'attaque. Et il y aura forcément un pick six. C'est précis ça. Moi, je pense qu'on l'emporte 31-28. 31-28. Eh bah, je vais faire. Il a envie de mettre les Vikings, t'as vu? Il a envie de mettre les Vikings. Mais parce que tu peux pas lui en vouloir. Tu m'as convaincu, Victor, sur Gannon. Moi, je pense qu'après ce match, Gannon, tout le monde va vouloir sa tête. Moi, je crois pas, parce que comme il va jouer à poste de head coach cette année, il va se ressaisir. Allez, Loïc. 35-29 après prolongation. Pour qui? Les Eagles. Ah, c'est beau ça. Ça, et je beau. pense ça sent la défaite du coup. Ça, Loïc qui nous rejoint. Et je pense qu'on va gagner et que Jordan Davis va jouer une bonne partie du match et d'un coup la défense va paraître meilleure. Et qu'on va se prendre un retour de punt de Reagor. Ça, franchement, tu sais que j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit vraiment, le pire qui pourrait m'arriver sur cette terre, c'est le retour de punt pour touchdown de Jalen Reagor. Je te jure que là, je pète un câble. Non, mais Reagor, la semaine d'après Wentz, la semaine d'après Pederson, la semaine d'après. Ouais, on a que des retrouvailles. Mais c'est lui qui a retourné punt ouais. Oui, c'est vrai en plus. Mais par contre, c'est important de noter qu'avec, au vu du calendrier et vu ce qui s'est passé pour Dallas, là, Cousins, c'est peut-être le 2 ou 3e meilleur QB qu'on va affronter cette année. Ouais. Il y a Rodgers, c'est pas ça que je voulais dire. Et après, il y a Kyler Murray, Kirk Cousins, là, en début de saison. Donc là, si tu arrives à gagner...
Ouais, mais Si si t'arrives t'arrives à à gagner, gagner, surtout derrière, t'as des pipes normalement. Hein. bah, t'as un match de. Moi, je Oh, pense que le match de 3e semaine à Washington est d'ores et déjà décisif. Non, non, pas décisif. Les gars, tu C'est- gagnes contre les Vikings, tu pars en 6-0. Oula. Je pense que tu bats Washington, tu gagnes la division. Par contre, tu perds Washington, il faudra cravacher un peu plus. En tout Ouais. cas, merci les boys. Hein. Toujours Ah un ouais. petit bonheur. Franchement, non, mais franchement, moi, je trouve que ils sont gentils parce que, tu sais, ils font souffrir leurs fans depuis tellement d'années. Genre, les mecs, ils croient pour perdre en wildcard. Là, au moins, les mecs, ils leur font une année de répit. Week 1, ils leur disent, c'est fini, tu vois. Au moins, les mecs, ils n'ont pas le temps de se faire du sang ou quoi. Voilà, ils sont éliminés en week 1, bah, c'est tranquille. Et ils vont pouvoir regarder Cooper Rush. Ouais, parce Déjà, que c'est pas définitif. pour ceux qui ne savent pas, Prescott s'est fracturé la main, comme Russell Wilson, la même blessure. Ouais. Et que de toute façon, Prescott a joué quasiment tout le match et il avait été dégueulasse. Là, il est out de la saison. On est sûr. Non, out de il la est saison. Non. absent 6 à 8 semaines. 6 Voilà, à 8 c'est ça. semaines, mais enfin, ça dit 4-6, ça dit 6-8, mais en vrai. Non, mais il va faire comme le Russell truc- Wilson, il va revenir trop tôt. Et puis le problème, c'est revenir, mais revenir dans quel état, quoi? C'est-à-dire, apparemment, il faut un bon 8 semaines pour revenir à 100%. Bah, Russell Wilson Donc, était revenu avant les 8 semaines. Et, enfin, Ouais, bah, on a vu ce que c'est pour ça ça a que tu donné. disais qu'il était cramé, hein, parce que la deuxième partie de saison, il est dégueulasse. Non, mais il est toujours cramé, t'inquiète pas. Il l'a montré contre Oh là là. Seattle. Non, parce qu'il n'est pas Euh, payé trop cher en plus. Non. Mais écoute, il est toujours payé moins cher que Zuader. Enfin, en tout cas, moins de garantie. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On vous a C'est donc bien. annoncé la victoire des Eagles, tranquille. Évidemment, on ne manquera pas de continuer à live tweeter. Enfin, c'est principalement Loïc et François. Ah non, c'est que François. Moi. C'est que François. Bon, bah, c'est qui a live tweeté le premier match et qui va évidemment continuer à diffuser les news et à live tweeter le second match. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter qui sera plus actif que jamais cette saison. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, on verra, peut-être que ça sera le mercredi et pas le mardi. On verra le temps de regarder le match. On vous tiendra au courant. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine de football. Et on vous retrouve pour le 2-0 la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down